Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Crois-moi bien que pendant des années, j'ai rien écouté et pourtant mon corps il m'a envoyé des messages clairs, des textos clairs. J'écoutais rien, mais à la fin, t'as pas envie, tu vois. Moi, vraiment, la vérité, je me suis retrouvée en fauteuil roulant dans une chambre d'hôpital. Je me suis dit, c'est allé beaucoup trop loin cette histoire. Tu vois, je me suis dit, ouais, alors que les alertes, je les avais eues, mais que mon environnement extérieur me donnait pas de porte de sortie. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est pas à eux de le faire. C'est pour ça que je leur en veux pas. Comme la plupart d'entre vous, j'ai découvert mon invitée du jour avec un maillot bleu sur les épaules. C'était en 2015 au mondial de handball. Elle fait partie des 18 Françaises retenues pour le tournoi. Alors rappelez-vous, c'est une période hyper charnière, en tout cas de mon point de vue, pour l'équipe de France, parce qu'il y a une régularité qui arrive et qui permet de briller presque sans discontinuer. Mais pour obtenir ces résultats, il faut avoir les meilleures joueuses, celles qui sont toujours en forme physiquement et mentalement. C'est ce qui a pu parfois pêcher pour mon invité du jour avec de grosses blessures, notamment au genou, qui l'ont privé du maillot bleu pendant un temps. On va parler de tout ça aujourd'hui. Je suis avec Manon Houette dans Tribune et Podium. Bonjour Manon. Bonjour Solène. Je suis ravie que tu sois avec moi. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Ah oui, d'accord, on commence direct. Moi, je viens d'un petit village dans la Sarthe. C'est une grosse partie de mon identité, ça. C'est un truc que j'adore rappeler. J'ai pas du tout oublié d'où je venais. Je viens d'une famille très aimante qui m'a beaucoup accompagnée dans tous mes projets, aussi ambitieux soient-ils, encore aujourd'hui, dans tous mes défis de vie. Et voilà, moi, l'importance pour moi, ça a toujours été d'avoir un entourage hyper aimant. J'ai un vrai goût du challenge j'aime sortir de ma zone de confort et du coup, c'est pas mal ce qui me caractérise. Donc, on va le découvrir en discutant un petit peu dans l'épisode. Mais ouais, j'ai un petit peu cassé le plafond de verre rapidement et c'est ce que j'essaie de continuer à faire, quoi. Et est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Le hand, pour moi, ça regroupe tout. J'ai aimé ça et je m'y suis mise parce que déjà, sport co, donc passionnant. Et derrière, t'attaques, tu défends, tu sautes, tu débordes, il y a du contact, il y a du spectacle, tu peux faire le show et il y a plein de buts. C'est à l'intérieur en plus, donc c'est plutôt confortable. J'encourage les spectateurs à venir dans les gymnases de handball. Donc ouais, pour moi, c'est le meilleur sport. Tu te souviens, quand tu étais petite, si c'était logique pour ta famille, tu vois, de te mettre au sport, si c'est toi qui as demandé, comment ça s'est passé justement, cette première étape de je vais faire du sport, je vais m'inscrire dans un club ? Le sport, ça a toujours été mon truc, je pense. Depuis que je suis toute petite, je me revois vraiment sur la terrasse chez mes parents, avec ma raquette de tennis, à taper contre le mur pendant des heures, à jouer au foot les soirs d'été avec mon frère et mon père jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et c'était déjà une passion. J'avais déjà un esprit de compétition très aiguisé. On s'est dit, waouh, là, ça va être chaud. Donc, ouais, très rapidement, ça a été le sport. Mes parents m'ont donné des options tout le temps et m'ont laissé le choix tout le temps. Ça, c'est un vrai luxe. Mais ça a toujours été le sport. Et comment tu découvres le hand ? Mon papa est président du club de mon village. Ça aide. Ouais, ça aide. J'y suis pas venue tout de suite. Mais ouais, à 11 ans, je vais pour découvrir après avoir fait du tennis et du foot. Et puis au final, ouais, je vois que c'est ça qui me convient. Je me sens tout de suite très à l'aise, quoi. Tu te souviens de ton premier entraînement, ce que tu as ressenti Je me souviens, j'ai un souvenir très cool à la maternelle, tu vois, vraiment tout petit, où ils nous donnaient un ballon et où il fallait dribbler. Je sais pas si tu te souviens, mais les gens dribblaient comme ça, genre des grands rebonds ou des tout petits rebonds. Et moi, j'étais comme ça, en train de dribbler en comprenant pas la difficulté de ce qu'on me demandait, tu vois. Et je me suis dit, ok, je suis hyper à l'aise dans ce jeu de balle. Et après, quand je suis arrivée au hand, moi, ça partait dans tous les sens. Tu pouvais tout faire. Il y avait c'était un vrai espace de liberté pour moi. Il y avait aussi cet esprit du collectif tout de suite, de retrouver peut-être les copines ou j'en sais rien, parce que souvent quand on fait un sport co, il y a aussi ce truc de on va retrouver les autres qu'on retrouve parfois un peu moins dans les sports individuels. Ouais, et même encore aujourd'hui, pour moi, d'aller faire du sport toute seule, c'est très difficile. J'aime le sport, mais en réalité, j'aime surtout partager avec des gens, créer des liens. Je me suis rendu compte que si ça n'avait pas été le sport, en fait, peu importe le domaine, l'objectif, c'était
bah, tu vois, d'avoir un objectif commun avec un groupe et de se remettre en question ensemble, etc. Et puis, il y avait aussi la gestion de la pression. Quand j'étais au tennis, je trouvais ça impossible de gérer la pression seule. Et au hand, j'ai dit, ah bah, ça va, on se partage un peu la charge, quoi. C'est pas que sur mes épaules. C'est ça. Et tu te souviens de tes premières compétitions et aussi vu que ton père est président de club et que t'aimes vraiment ça le hand, est-ce qu'à un moment donné tu te mets à rêver de beaucoup plus parce que on sait où t'es arrivé au final, mais petite, tu te souviens un peu de ce que tu rêves? En vrai, c'est loin parce que à l'époque, il n'y a pas vraiment les réseaux sociaux. Le handball féminin passe pas à la télé, masculin non plus d'ailleurs. Donc en fait, j'ai même pas de repère de ce à quoi ça pourrait ressembler. Je me dis pas je veux être professionnelle de handball puisque je sais pas vraiment que c'est un Mm. métier. Donc tout ça est un peu flou. Par contre, ouais, je me souviens regarder sur le site de la Fédé de hand à l'époque où je suis en N3, je dois avoir 17 ans. Tu regardes, il y a écrit N3, N2, N1, D2, D1 et à chaque fois je regarde en disant waouh, ça se trouve je regarderai mon calendrier en cliquant sur le truc D1 un jour, mais ça me semblait être une montagne impossible à gravir que ça Mm. allait. Et en fait, ça, pas après pas, j'y suis arrivée, mais c'était pas un maxi. Enfin, ça pouvait pas être un objectif parce Mm. que je savais pas que c'était possible en fait. Ouais. Comment tu te rends compte que bah, justement la D1 va devenir possible, l'équipe de France, le haut niveau, etc. Parce que vu que quand t'es petite, ça ne passe pas à la télé, c'est pas médiatisé, peut-être tous les 4 ans, mais et encore, je sais même pas à cette époque-là, parce que c'était dans début 2000, on va dire, début des années 2000, donc je sais pas trop au niveau télévision, mais quand est-ce que toi tu te rends compte de ah ouais, ok, là j'ai passé un échelon et je fais partie du haut niveau, quoi. Quand je rentre au centre de formation de Fleury, parce qu'avant je fais mes 3 années de pôle, donc je suis au pôle, c'est cool, j'ai mes premières sélections en équipe de France jeune, je fais ma première compétition avec France jeune, donc là déjà je goûte à ce maillot bleu et tout, et je me dis ok, j'ai l'impression que c'est quand même ça qui va m'animer une bonne partie de ma carrière, parce que l'équipe de France ça a toujours eu une portée assez magique pour moi, et en fait j'ai goûté ensuite au... Bah moi je fais une différence entre le haut niveau et le très haut niveau, Mm. donc cette exigence vraiment équipe de France, Ligue des champions, des plus gros clubs. Et quand j'ai goûté à ça, je me suis dit, ok, l'adrénaline est folle. Et en fait, moi, plus il y avait de pression, plus il y avait de monde dans les tribunes, plus il y avait de lumière, de musique, plus il y avait de gens, plus c'était stimulant pour moi. Donc, quand j'ai goûté à cette adrénaline-là, j'ai voulu vraiment y retourner à chaque Mm. fois. Donc, il y a eu un gros, gros gap quand je suis arrivée à Fleury. Mais surtout, je pense quand j'ai eu ma première sélection en équipe de France Ouais. A, où je me suis dit, ok, là, j'ai touché un truc du doigt et j'ai vraiment envie de m'y accrocher, quoi. C'était plus stimulant que stressant d'avoir justement toute cette ambiance, ce public. Bah, il y avait du stress, mais en fait, je faisais que de me répéter, mais c'est pour ça que je fais tout ça, que je me lève le matin, que quand j'ai pas envie, je vais m'entraîner quand même, que j'ai des douleurs, que j'ai tout ça. C'est clairement pour ce genre de moment. Et moi, c'était, ouais, à chaque fois, c'était l'apothéose, le match, le truc. J'étais prise par, je trouvais ça trop beau, en fait. Mm. Même encore quand je vais voir un match aujourd'hui, je suis là, waouh, c'est, quelle chance, quelle chance. Est-ce que quand t'as mis ce maillot d'équipe de France A pour la première fois, t'as eu la chance d'avoir des copines coéquipières avec qui t'as fait toutes tes années ensuite? Ouais, quand même, j'étais en chambre longtemps avec Estelle Nzeminko, donc qui était arrivée un petit peu avant moi, qui avait un peu plus d'expérience. Mais on a partagé beaucoup de moments hyper forts ensemble parce qu'on avait aussi un peu la même vision du truc. On était vraiment là, chacune, on venait d'un petit village, on avait voulu arriver là progressivement dans notre carrière. On s'était dit, est-ce qu'on a le droit de rêver à ça, etc. C'était l'heure de profiter, en fait. C'était l'heure de prendre Mm. notre place et l'heure de faire en sorte d'y rester aussi, parce que c'est ça l'enjeu. C'est après la première sélection, c'est comment y rester. Donc ouais, Estelle pas mal. Et après, il y a eu beaucoup de changements autour, mais je suis de la génération aussi à Laura Gloser, avec qui j'ai des très 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 bons souvenirs. C'est une personne incroyable. Il y a eu Pauline, Coatanea, ça c'est vraiment les filles de ma génération. Puis après, j'ai grandi aussi avec Grace Zahadi, avec voilà, toute cette génération 92-93. Est-ce que tu te rends compte que toi, quand t'as grandi, justement, le handball féminin, on n'en parlait pas, donc t'as pas pu te projeter, mais est-ce que tu te rends compte que toi, quand t'étais en équipe de France A, il y a des petites filles qui ont pu se projeter sur vous et que vous avez pu faire rêver, et peut-être qu'il y en a aujourd'hui qui sont en équipe de France un peu grâce à vous, tu vois, grâce en tout cas à votre médiatisation à vous. Ouais, bah nous, quand on est arrivé en équipe de France, ce qui s'est passé, c'est que nos modèles, c'était les filles qui étaient là. Donc, on a eu une chance incroyable de se faire driver. Et puis, c'est des filles qui sont devenues des amies pour certaines, mais par des Camille Aiglon, Blandine Dansette, Syrah Badembele, Amandine Leno, Mm. Alison Pinault, Alexandra Lacrabert et tout. Donc, ça, c'était magique. Et puis derrière, ouais, évidemment, le but, c'était clairement d'inspirer, c'était clairement d'être un modèle pour la nouvelle génération. Donc, il y avait
une volonté d'investissement total sur le terrain, de comportement irréprochable. C'était la base, de prendre du temps à la fin des matchs pour transmettre, etc. Et oui, moi, quand j'ai fini ma carrière, il y avait des filles qui arrivaient au centre de formation, qui avaient 15-16 ans et qui me disaient bah, j'ai commencé le hand parce que je t'ai vu à la télé. Et là, je me suis dit, bon, ça veut dire que ça doit être l'heure d'arrêter aussi. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir, je sais pas quel âge. Le dinosaure. C'est ça, c'est ça. Ok, alors ça veut dire que. Mais oui, bah oui, ça faisait déjà 10 ans. Ouais, au moins 7-8 ans. Donc, elles, c'est l'âge qu'elles avaient à l'époque. C'est très cool. C'est une énorme reconnaissance aussi, quoi. Tu disais que une fois la première sélection réussie, en tout cas acquise, il faut surtout réussir à garder sa place. Et on sait que l'équipe de France féminine, je vais dire féminine, mais en vrai, les équipes de France de hand, c'est hyper dense et il faut vraiment être le meilleur. Comment tu fais pour rester la meilleure en tant qu'ailière gauche et t'assurer ta sélection, même si elle est jamais assurée, en fait? Mais moi, je pense que c'est ça qui a fait la diff depuis que je suis petite, c'est que je rêvais pas forcément au plus haut niveau parce que je savais pas, encore une fois, ce que c'était et où c'était. Mais par contre, je voulais être la meilleure tout le temps. C'est-à-dire que je voulais qu'on me voit sur un Qu'on terrain. t'oublie pas, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais faire la différence parce que je me disais, je veux faire des choses que personne n'attend, qui surprennent, où le public fait genre waouh, trop cool et tout. Je voulais faire des trucs cool, quoi. Et voilà, j'avais une vraie volonté de jouer, de m'amuser, de tout ça. Et je pense que c'est ça. Après, sur le terrain, ouais, je voulais faire la diff, prendre des initiatives. C'était là-dedans que je m'éclatais, quoi. Et dès que tu me disais, parce que j'ai toujours eu un petit problème avec la discipline, mais on me disait que j'étais un peu insolente, tu vois, en début. Mais en fait, c'est quelque chose, honnêtement, qui m'a aussi aidée. Parce qu'il fallait y aller, quoi. Fallait prendre des shoots avec peu d'angles, fallait s'imposer avec des filles avec des grosses personnalités à côté. Et fallait faire en sorte surtout que le gars t'oublie pas et se dise entre elle et elle, parce que c'est ça, hein, entre elle et elle, je prends elle parce qu'elle, elle va m'apporter plus dans les moments clés. Et surtout, ça veut aussi dire peut-être choisir des clubs où tu es sûr d'avoir du temps de jeu. Ouais, ah bah ça c'est la base. Honnêtement, c'est la base parce que et tu sais jamais. En réalité, tu sais jamais. Mais les choix de club, bah ouais, c'est un peu clé quand même. Et moi, le temps de jeu, ça a toujours été la priorité. En effet, j'avais aucune certitude, mais j'essayais vraiment de me rendre indispensable et d'essayer de me dire, je veux pas leur laisser le choix, de se poser la question, est-ce que je la fais jouer ou pas. Voilà, je voulais qu'on ait besoin de moi sur le terrain et que j'apporte quelque chose, quoi. Toi, ta carrière, elle a quand même été aussi rythmée malheureusement par les blessures physiques. Comment tu fais à chaque fois que tu as un pépin physique pour te dire ok, purée, il faut que j'y retourne, il faut que je redevienne la meilleure parce qu'en fait, je serais peut-être pas titulaire en club ou sélectionnée en équipe si je donne pas le meilleur. Alors déjà, il y a une vraie dynamique collective. C'est-à-dire que c'est notre métier. On est salarié d'un club, il y a toute une équipe qui nous attend. Donc c'est pas faut que je me remotive. C'est même pas vraiment ça. C'est en fait, bah, le lendemain, tu as un programme. Tu vois, il s'est passé quelque chose, il y a une blessure, il y a quelque chose. Et ce qui est top, c'est que ouais, voilà, dès le lendemain, il te dit bon, bah voilà, il va y avoir cette première étape. Donc opération ou pas. Et puis derrière, rééducation, réathlétisation. Et on te donne un délai. Et puis tu vas revenir sur les terrains. Et tu as tout un staff qui t'accompagne. Donc ça, c'est un vrai luxe. T'es pas, j'allais dire, t'es pas seul. Si, il y a un vrai sentiment de solitude malgré tout, parce que ensuite, t'es quand même dans un environnement où bah, tout le monde continue à jouer, et toi, t'es sur le côté. Donc psychologiquement, il y a un enjeu, mais t'as du monde pour t'accompagner. T'es pas toute seule, et puis bah ouais, le fait de voir les autres jouer, t'es en mode ok, ça te donne envie de revenir et de rejoindre les copines. Oui, j'allais te demander qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les autres filles jouer quand toi tu sors d'opération ou que tu dois faire la phase de réathlétisation et tout. Bah, il y a un sentiment d'impuissance où tu peux pas aider l'équipe, et justement, moi qui aime bien pouvoir prendre des initiatives et apporter quelque chose, là, c'est comme, ouais, il y a un truc de frustration évident. Mais justement, c'est réussir à transformer ça. Puis en fait, cette prise de recul, elle te permet de te dire, ok, j'ai vraiment envie de rejouer. Parce qu'en fait, quand tu fais ça tous les jours depuis plusieurs mois, plusieurs années, à un moment, tu te dis, ouais. Et puis en fait, non, quand tu te blesses, tu te dis, ok, j'aime trop, trop ça, j'ai envie d'y revenir. Et c'est intéressant, c'est un gros, gros, gros travail sur soi, la blessure, mais c'est un chemin qui fait partie en fait de la carrière et qui permet de beaucoup apprendre sur soi, ouais. Toi, en équipe de France, tu as participé à toutes les compétitions auxquelles on peut prétendre, j'ai envie de dire. Jeux olympiques, mondiaux, championnats d'Europe. Ouais. Tu as eu des médailles dans ces 3 compétitions-là. Ouais. C'est quoi ton souvenir le plus fort avec l'équipe de France? C'est dur à dire parce que les Jeux olympiques, ça reste un délire, vraiment. Parce que tout est fou, en fait. Parce que par rapport à l'endroit d'où je viens et que je m'étais même pas presque autorisée à arriver à ça, quand on te donne juste la dot,
T'as juste un truc avec des anneaux et tu te dis que c'est à toi et tu te dis bah ok non en fait c'est n'importe quoi là ce qui se passe c'est On trop est sûr que fou. c'est pour moi. Bah ouais c'est fou vraiment c'est et puis après du coup tout est fou. Moi je l'ai vécu vraiment pleinement. Je suis arrivée, j'ai mis un pied dans le village, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, franchement je l'ai pas quitté du début à la fin, j'ai trouvé ça dingo. Toi, Et c'était Rio, hein, qu'on précise. ouais, en plus c'était Rio. Donc, tant qu'à faire, déjà d'être à Rio, c'est fou, mais pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment fou. Et, euh, et après, bah ouais, après l'année d'après, on est au championnat du monde et je suis meilleure buteuse de ces championnats du monde et on va en finale. On gagne cette finale. Je fais une finale de zinzin où je mets des buts qui n'existent pas, des shoots que j'ai jamais fait de ma vie. Donc je suis pleinement dans un flow en fait sur quasi toute la compète. Donc là, c'est magique. Je Tu le sens que je sens suis à que l'apothéose du truc. que là, t'as un niveau que t'avais jamais atteint avant. Ouais. Par contre, c'est horrible parce que je sens que là, je suis à mon meilleur niveau et que je vais pas forcément réussir à y rester. Ah ouais. Ok. Ouais, trop bizarre, hein. Mais là, je me dis, waouh, c'est fou ce que j'ai fait. Mais là, ça me demande tellement d'énergie que je vais pas pouvoir tenir ça sur des années. Donc, Mm. je profite pleinement du moment. Mais je sais pas comment te dire que je me dis, ah, c'est hyper intense et sur la durée, ça va être compliqué. Mais tu te sens régresser? Je sens que je fatigue. Je sens tranquillement, là, sur l'année 2018, que je sens que la fatigue s'installe, une espèce de fatigue chronique. Et en fait, en effet, c'est ce qui se passe. Et un an après, je me retrouve au championnat d'Europe en France, où on gagne une médaille d'or à Bercy devant 15 000 personnes face aux Russes. Et c'est sublime, quoi. Ça, c'est trop, trop, trop beau. Mais là, la fatigue commence à prendre énormément de place. Donc, fatigue, douleur et tout commence à s'installer. Et je me dis, mais c'est impossible que je tienne encore des années à ce rythme-là. C'est impossible. Et c'est peut-être aussi lié au sport collectif, en fait, où on vous en demande en équipe nationale, en club, tous les week-ends il y a match, même parfois plusieurs fois par semaine. Il suffit que t'aies la Ligue des Champions. Alors là, c'est génial. Et en même temps, l'épuisement, il est logique, quoi. Bah c'est ça, c'est tout le paradoxe du truc, c'est que tu te dis, putain, je suis exactement là où j'ai envie d'être. C'est merveilleux, tous les week-ends, je m'éclate. La qualité des entraînements est top, je joue avec les meilleures joueuses du monde, enfin, il y a tout. Mais le rythme, moi, Mm. c'était pas OK du tout, quoi. Ça a été OK les 2 premières années, je me suis dit: «Waouh, génial» et après je me suis dit: «Mais attends, mais c'est trop, en fait» Mm. et en plus, moi, j'avais du mal à récupérer. En fait, je rentrais chez moi et j'étais encore là: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je mange et comment il faut que je dorme et puis demain et puis si c'est pas assez et puis si ces trucs», je me mettais une pression Mm. monstre, ce qui fait que j'avais du mal à redescendre en pression. Ouais, à ce moment-là, ça aurait été trop cool d'avoir un prep mental qui puisse, me donner un peu des clés, en fait, pour optimiser ma récup, prendre un peu de recul, peut-être fixer quelques limites avec mon staff ou me fixer mes propres limites Mm. en disant ouais non là c'est trop et tout. J'allais te demander justement si tu sentais que c'était une fatigue plus mentale que physique. Bah c'est intéressant parce que j'ai des douleurs, du coup je me dis que c'est physique, mais avec du recul je me dis mais non en fait j'étais genre juste j'avais mon système nerveux il était tout le temps en action et du coup je me suis épuisée toute seule. Les quantités d'entraînement étaient importantes, mais pour certaines, c'était OK. Mais non, moi, je sentais que la machine était en train de s'essouffler. Et Mm. c'était trop relou comme sentiment parce que je me suis dit, à un moment donné, ça va péter. Et je sais pas trop quoi faire pour pas que ça arrive, quoi. C'est de cette expérience-là qu'après tu t'es dit que, en préparant ta reconversion, tu voulais aller sur de la prep mentale? Ouais, à fond. Ça, et puis d'autres expériences. Mais sur le chemin, je me suis dit, il n'y a rien de plus précieux que de se connaître, de se fixer ses propres objectifs et encore une fois, ses propres limites. Et plus tu te connais, plus tu te crées une carrière à ton image et plus tu es aligné en fait avec tes valeurs. Et moi, il y a eu des moments où je me suis dit, je pleure, j'ai mal, ça va pas, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même parce que je suis forte et parce que je suis capable et parce Mm. que mais c'était une erreur en fait, tu sais, sous couvert de courage un petit peu. Mm. Je suis allée trop loin et ouais, c'était une erreur à ce moment-là. J'ai aucun regret parce que sur le moment, vraiment, je tournais ça dans tous les sens dans ma tête et je dis, je vois pas comment faire autrement et je veux pour rien au monde, je veux quitter la Ligue des Champions, l'équipe de France, j'adore ça. Donc j'étais aussi addict vraiment à toute cette adrénaline. Donc non, non, franchement, j'ai fait au mieux de Mm. ce que j'avais, mais je me suis dit, si j'avais quelques outils en plus dans le sac à dos, ça m'aurait aidé, ouais. Toi, ensuite, tu te blesses en 2020. Est-ce que là, quand tu te blesses en 2020, il y a un peu ce truc de ah bah finalement cool, les jeux sont reportés, je vais peut-être pouvoir obtenir ma sélection, ou tu sais d'avance que ça va être compliqué? Bah, je me blesse en janvier, donc les jeux n'étaient pas encore reportés. Ouais. Moi, c'est une blessure qui survient après voilà, une accumulation de fatigue de 1 an et demi, 2 ans, où je savais qu'à un moment donné, ça allait péter et que je voyais pas de porte de sortie. Du coup, j'ai forcé.
Et c'est une blessure où du coup, ouais, je casse tout en fait dans mon genou droit. On décide d'opérer le genou gauche en même temps. Je me retrouve en fauteuil roulant pendant 1 mois. À la suite voilà, d'un burn-out long. Il y a 3 mois de Covid qui suivent, donc la rééduque, elle est tronquée de fou. Donc si tu veux, les JO, oui, je me dis, bon, bah, c'est reporté, c'est cool. Mais surtout, moi, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Ouais, Parce c'est que que tu là, sais même pas si tu vas rejouer en fait. honnêtement, je veux plus revoir un gymnase, je veux plus revoir un ballon. Je suis en mode, pouah, mais plus du tout, en fait. Trop dur, trop. Et trop dur de refaire le chemin et tout. Et au final, progressivement, à l'été, je me retrouve en centre de rééducation à Cap-Breton. Ils me remettent sur les rails un petit peu du dépassement de soi, de l'envie de nouveau de redépasser mes limites, mais dans quelque chose un petit peu plus choisi. Puis voilà, s'ensuit une rééducation un peu longue où je reprendrai en janvier 2021, donc quelques mois avant les Jeux. En attendant, les filles à mon poste se sont exprimées et sont des super joueuses. Je me dis, bah, franchement, ça va être hyper compliqué. Mm. Et juste avant les JO, il y a Siraba Dembélé qui se fait mal. Du coup, ça relaisse une petite porte pour moi. Mais en fait, les 2 filles qui sont devant sont des très bonnes joueuses. Et moi, j'ai été absente pendant 1 an. J'ai encore des genoux douloureux. Donc, c'est trop juste. Mm. C'est trop juste. Et comment tu le vis ça? Bah, c'est compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Les JO de Tokyo, je les ai regardés, mais j'ai pas tout regardé. Et la finale, j'ai pas du tout pu la regarder. C'était trop difficile de pas être là-bas avec les filles. Et ouais, du coup, c'est pas juste une blessure, c'est ce que ça Mm. t'empêche de faire derrière. Donc ouais, en fait, c'était carrément le feedback, il est sur putain, je m'en veux de pas avoir pris soin de moi avant, parce Mm. qu'à vouloir forcer, bah je suis arrivée au bout. Et puis derrière, en fait, ça m'a rien apporté de spécial, tu vois. Donc j'aurais dû bien avant, enfin, voilà, me privilégier moi, prendre Ouais. soin de moi, quitte à ne plus être en équipe de France à un moment donné, mais pour pouvoir y revenir à 100%, plutôt que de forcer à 300% et après de plus y aller. En fait, je quitte Metz, donc je quitte le très haut niveau pour aller dans un club qui s'appelle Bordeaux-Péage, qui était 8e du championnat à cette époque-là. Aussi pour la raison que après 1 an de blessure, même si j'étais meilleur élire de la Ligue des Champions avant, après 1 an de blessure, le téléphone sonne plus. Mm. Donc ça aussi, c'est... Et tu sais que tu jouerais moins à Metz? Ou c'est juste ton contrat arrivé à la fin? Mon contrat arrivait à la fin, on avait fait le tour. Clairement, moi, l'expérience de Metz, elle était terminée et j'avais envie d'autre chose. Par contre, ouais, bah, le fait de ne pas retrouver de club de Ligue des Champions de ce niveau-là, sur le moment, ça pique un peu. Mais la vérité, c'est qu'il était l'heure vraiment, pour le coup, de prendre soin de moi et du coup de ralentir le rythme. Donc en fait, ça a été vraiment un mal pour un bien. Et j'arrive dans un club où je m'éclate. À Bordeaux-Péage, du coup, le temps de jeu était là aussi. Et je me suis vraiment retrouvée. Il n'y avait plus qu'un match par semaine, c'était plus calme, moins de déplacements, voilà, beaucoup plus de douceur dans le quotidien. Il y a l'année à Bourg-de-Péage et après les 2 années à Chambray, à côté de Tours. Et ouais, ça a été des années où où j'avais envie en fait de commencer à préparer la suite. J'avais plus de disponibilité. Ça y est, tu sentais que le moment arrivait, quoi. Ouais, j'ai jamais voulu arrêter, pousser ma carrière jusqu'au max du max. Et en fait, là aussi, vu que j'ai un peu plus de temps, je recommence à voyager. Je recommence à rencontrer d'autres gens qui font d'autres trucs, sortir un peu de ma bulle et à me rendre compte que le monde est vaste et qu'en fait, ça va aller et qu'il y a plein d'autres opportunités. Et tranquillement, sur les derniers temps à Chambray, je suis vraiment en mode waouh, en fait, j'ai plus envie d'être ailleurs que d'être là. C'est un signe. Ouais, là, c'était un signe, ouais. J'adorais les filles. On avait un groupe de malades. J'avais encore cet amour, vraiment, tous les jours de match, j'étais encore ultra excitée et tout. Ce goût du défi, je l'avais à fond, mais j'avais encore mal à mes genoux. Et C'est jamais passé. j'ai pu rejouer, hein, et franchement, ça allait. Mais j'ai jamais pu rejouer libérée comme avant parce que ouais, les douleurs sont toujours un peu restées. J'avais besoin de m'émanciper du cadre du sport de haut niveau pour vivre où j'ai envie de vivre, au rythme où j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de vivre. Et ça, c'est devenu viscéral à un moment, ouais. Comment tu choisis la voie de ta reconversion? Parce que quand on est athlète de haut niveau, on peut souvent aller se tourner vers du coaching, enfin être entraîneur, rester dans son sport mais en entraînement. Toi, tu as choisi une autre voie. Ouais, moi, la partie plutôt technique, ou précision de choix stratégiques sur un terrain et tout, ça a jamais été quelque chose qui m'a... Toi, tu fonces. Ouais, en fait, j'étais là pour kiffer. J'étais là pour, encore une fois, créer du lien, partager un objectif commun. Les dynamiques de groupe m'ont toujours un peu fascinée. Et du coup, c'est là-dedans où très rapidement je me projette. Je fais, via la JPH, via le syndicat des joueurs et joueuses de handball,
une petite formation sur la préparation mentale. J'en avais eu pendant ma carrière à certains moments et ça m'avait fait beaucoup de bien. J'avais trouvé ça super de bosser différemment en fait. Et du coup, ouais, je me dis, mais en fait, c'est ça. C'est ça, j'ai envie de rester dans le milieu du sport, mais pas que. Et la prep mentale, ça s'applique aussi dans le monde de l'entreprise, dans le milieu artistique, dans tout. Donc, je me dis, c'est parfait. Et voilà, j'ai envie d'accompagner les gens à se construire un projet de vie plutôt qu'un simple projet de carrière. Et encore une fois, à se connaître suffisamment pour pas forcément aller aussi loin que ce que j'ai fait et de se perdre un petit peu dans le process. Voilà, en fait, c'est trop beau de pouvoir faire une carrière dans quelque chose qui nous passionne, mais faut pas perdre de vue le plaisir et le jeu, quoi. Et donc raconte-moi, là tu fais le choix de la prep mentale, raconte-moi quand même cette fin de carrière. Pourquoi à tel moment t'annonces que ça y est, c'est fini? En décembre, ouais, c'est ça, novembre-décembre 2023, c'est ça, je commence à faire la petite formation de prep mentale. Je me dis: OK, bien». Je fais une conférence où je me dis: «OK, trop cool». J'adore aussi, tu vois, ce truc de, pareil, petite adrénaline, on arrive sur scène. Un peu de stress. Ouais, un peu de stress carrément d'être, challengée, donc je me dis: «OK, trop cool». Moi, je rencontre, la personne avec qui j'ai envie de vivre, envie de construire ma vie et qui est pas à Tours du tout, pour le coup, qui est sur un autre continent et je commence à me dire: «Attends, mais ça s'aligne en fait, je pense que là» en fait, il me fallait absolument un projet après. C'était pas j'arrête le hand et puis c'est le néant et ça, c'était une angoisse plutôt qu'autre Mmh. chose. Par contre, quand je commence à me dire: «OK, j'ai un projet pro qui m'intéresse, un endroit où j'ai envie de vivre, une personne avec qui j'ai envie de vivre et qui est hyper aligné avec ce vers quoi j'ai envie d'aller, bon, j'ai plus de raison de continuer, quoi». Moi, l'idée, c'était d'essayer d'aller au jeu et de finir sur les jeux. Mais 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 c'est super dur. Ça a été une année où, au final, je me suis aussi refait mal. Je me suis fait une fissure, du tendon rotulien, donc je me suis dit: «Ah OK, tu sais quoi, bon, voilà, on a essayé encore une fois de pousser, mmh. ça le fait pas». Donc aucun regret parce que j'ai essayé jusqu'au bout et Olivier Crombols, entraîneur de l'équipe de France, à l'époque a été, super avec moi. Il m'a accompagné jusqu'au bout. Il me disait: «Bah, franchement, on pourrait compter sur toi, en tant que troisième ailière si jamais, Mmh. il y a un souci devant et tout». Mais il y en a pas eu et tant mieux pour elle et moi, honnêtement, c'était compliqué physiquement, donc des Jeux olympiques, c'est un match tous les 2 jours à Mmh. très, très haute intensité. Honnêtement, quand je les ai vus jouer à Paris 2024, j'étais là: «Gars, j'aurais pas été capable de tenir 15 minutes, quoi». Ah ouais, là Ouais, tu c'est te ça la rendais vérité. compte en les voyant, que Bah, ouais, parce que je rêvais de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai été, plus que capable de faire ça, mais sur ma fin de carrière, en réalité, mmh. il faut pouvoir s'entraîner au quotidien à très, très haut niveau pour pouvoir, à un moment donné, assumer ce genre de compète et c'était pas ce que je faisais. Mmh. À Chambray, le niveau d'entraînement, il était bien, mais c'était pas du très haut niveau Mmh. et ça aurait été trop juste. Après, du coup, c'est hyper fort de le réaliser parce que t'as eu, on va dire, tes belles années avec les Bleus. Après, ça a été compliqué, mais malgré tout, t'as quand même eu des souvenirs exceptionnels. Et même si il y a eu des échecs parce que t'as pas pu aller à Tokyo, t'as pas pu participer à la fête à Paris, on va dire, t'as écrit l'histoire de cette équipe. Ah ouais, puis moi, les apprentissages sont tellement nombreux, en fait, que c'est magnifique. Je me suis trouvée, en fait, et j'ai fait des belles rencontres, hein, mais franchement, de me rencontrer moi, j'étais là: «Eh, sympa!» T'es cool, toi. Mais ouais, bonne rencontre, en vrai. Non, non, c'est trop cool. C'est une carrière qui m'a forgée, où j'ai appris 1000 trucs et ouais, ouais, les échecs, évidemment. Mais les échecs, c'est même pas un échec à la fin, encore une fois, Mm. c'est on bosse beaucoup ça en prep mentale, mais comment tu transformes un peu l'échec en opportunité d'apprentissage, ça paraît facile à dire et sur le moment, c'était horrible, tu vois? Mais la vérité, c'est que c'était tellement riche. C'était moins horrible que Tokyo parce que t'as quand même pu voir les matchs de Paris. Non, Tokyo, en vrai, j'ai regardé quand même et honnêtement, ce qui me consolait un peu, c'est qu'il y avait pas de public et qu'elles ont vécu ça mais non, mais c'est Oui, mais c'est vrai, vrai. tu En vois? plus, Elles tu ont dis que vécu toi, ça c'est en ça vase que clos. t'aimais aussi. Ouais, en vrai, ça m'aurait moins Mm. fait triper, sachant que voilà, c'est ouais, non, sans public, ça pour moi, ça aurait été vraiment Mm. moins rigolo. Mais je pense que l'aventure, du coup, humaine entre elles a été peut-être encore plus forte parce qu'elles étaient, que entre elles, ouais. Mm. Tu dis qu'en équipe de France, ça t'a permis de te rencontrer. Qu'est-ce que t'as appris sur toi? Bah, du coup, j'ai appris qu'il y avait des choses que j'avais plus envie d'accepter. J'ai appris à choisir les gens avec qui j'avais envie de travailler ou pas. J'ai appris quelles étaient mes forces et quelles étaient mes faiblesses et comment j'avais envie soit de les mettre en avant, soit de les travailler. Et tout ça, c'est précieux pour ce que je fais aujourd'hui. Et honnêtement, là, je sais que je suis bien dans mes baskets parce qu'il y a eu des très bons moments et des moments plus compliqués. Donc là, je suis contente à 33 ans, bientôt 34, de l'endroit où je me trouve. Et c'est cool d'être fière de soi. C'est important. Ah bah ouais, c'est pas donné à tout le Ouais. monde. Et donc la prep mentale arrive comme ça, t'as fait le stage fin 2023 et là maintenant, ça y est, c'est ce que tu fais. Comment tu vis ça? Parce que tu dis que
tu accompagnes des athlètes, mais pas que, parce que tu veux l'ouvrir aussi à d'autres aspects de la vie. Comment ça se passe? Bah, c'est full découverte. Et c'est ça qui est génial. Là, je viens de passer 2 jours de séminaire avec 300 personnes qui bossent dans l'entreprise depuis très longtemps, dans le retail en l'occurrence. Et je me suis retrouvée à faire des sessions d'initiation à la prep mentale, à faire une conférence devant ces gens. Et en fait, c'est un autre challenge, mais c'est le kiff. Parce qu'en fait, j'incarne ce que je dis, j'y crois profondément. J'ai envie de porter ce message de prendre soin de soi, de se prioriser, d'apprendre à se connaître. En fait, c'est la clé pour trouver des solutions à peu près tout. C'est quoi les conseils que tu donnes à ce type de public ou en tout cas à des personnes qui sont pas athlètes? Enfin, quels sont les apprentissages que toi tu as pu transformer pour des personnes qui sont pas sportives? Bah, honnêtement, les enjeux sont les mêmes. Parce que là, quand j'écoute les enjeux et les problématiques en entreprise, c'est exactement ce à quoi on avait affaire, nous, peut-être encore plus dans le sport co. Tu vois, parce que c'est des dynamiques de groupe, en fait, c'est pareil. Et c'est trop intéressant. Moi, je m'éclate. Là, les managers qui me partagent leurs problématiques, je suis là, ok. À chaque fois, je vois un petit peu le terreau en fait de travail qu'on peut avoir ensemble. Et je me dis, si on travaille bien, il y a moyen que dans quelques mois, tu te sentes vachement plus à l'aise. Et l'idée, c'est de se reconcentrer un peu sur soi, parce que souvent, il m'en parlait ces derniers jours, mais on se met un peu en pilote automatique. Et c'est un peu moi ce que j'ai fait à un moment donné, où tu donnes plus de sens à ce que tu fais, juste tu le fais parce que tu sais le faire et parce que tu le fais bien. Et en fait, tu sais plus trop derrière quoi tu cours. Mais sauf que ça marche un moment, hein. Et puis, franchement, ça t'empêche pas de performer. Mais derrière, ton épanouissement, il est en train de s'écrouler, tu t'oublies complètement. Et nous, l'idée, c'est de se reconnecter un petit peu à ces émotions-là, à les analyser, et puis à voir ce qu'on peut en faire pour en faire quelque chose de bien, quoi. C'est quoi les signes où il faut être vigilant? Bah, je pense qu'on les connaît un peu. Déjà, il y a des signes, il y a des signes physiques. Je veux dire, à un moment donné, de commencer à ignorer son corps, c'est un premier signe. De commencer à ne plus faire ce qui nous fait plaisir et de finir ta journée. Moi, il y a des gens qui s'exprimaient là sur les derniers jours en séminaire qui me disaient je suis en mode survie. Toute ma journée, je me dis il faut que je fasse ça, je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, je fais que des choses que je dois faire, mais je fais plus de choses que j'ai envie de faire ou que j'ai besoin de faire. Et ouais, du coup, c'est des gens où tu sens des tensions physiques qui se sont installées, un petit peu une perte d'identité et tout ça, quoi. Et en même temps, ça doit être dur parce que le discours que tu tiens auprès d'eux, c'est un discours qui nous paraît logique. Et en même temps, quand tu es dans cette dynamique-là, tu dis oui, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule chose à faire si je veux que ma boîte elle tourne, si je veux pas couler ma boîte, si je veux que mes équipes elles s'en sortent, si je veux pas noyer mes équipes, bah tant pis, c'est moi qui me noie. Ouais, c'est ça. Donc, Et c'est ça qui est génial. Enfin, c'est ça, ce qu'ils me disent, oui, bon, bah d'accord. Et c'est ça que j'adore, moi, dans la réaction. Oui, non, mais d'accord, faut prendre soin de soi, mais c'est pas possible, en fait. Bah oui. Je peux pas, j'ai pas le temps. Je dis, comment ça, t'as pas le temps? Je te demande 1 minute dans ta journée, où tu passes 1 minute. Et en fait, souvent, je les challenge sur ça. Et je dis, mais est-ce que vous faites rien des fois? Mais comment ça, on fait rien? Mais en faisant quoi? Bah rien, juste rien, tu sais. Et c'est trop rigolo. Je dis, bah venez, là, on fait juste 1 minute où on ferme les yeux, on respire, on fait rien. Et ça, c'est le plus challengeant pour les gens. Bah, surtout quand t'es ultra connecté et tu dois rester dans ton cerveau, quoi. Mais c'est ça. Et là, non, redescends dans ton corps. Écoute ta respiration, MDR. Écoute ma respiration, j'entends rien. Et puis je pense, et puis ça. Bah oui, forcément. Et je dis, mais moi, ça me fait rire leur réaction parce que j'aurais réagi exactement pareil. Donc je suis pas du tout en mode, mais tu comprends pas. Non. Je dis, crois-moi bien que pendant des années, j'ai rien écouté. Et pourtant, mon corps, il m'a envoyé des messages clairs, des textos clairs. J'écoutais rien. Mais à la fin, t'as pas envie, tu vois. Moi, vraiment, la vérité, je me suis retrouvée en fauteuil roulant dans une chambre d'hôpital. Je me suis dit, c'est allé beaucoup trop loin, cette histoire. Tu vois, je me suis dit, alors que les alertes, je les avais eues, mais que mon environnement extérieur me donnait pas de porte de sortie. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est pas à eux de le faire. Et c'est pour ça que je leur en veux pas. Eux, en fait, comme tu dis, les gens doivent faire tourner la boîte et tout. Mais moi, ma responsabilité, mon corps, ma life, ma responsabilité. Et pourtant, t'avais quand même. T'avais un accompagnement en prep mentale quand t'étais athlète? Pas tout le temps. Ah oui? Non, en équipe de France, on avait. En club, on n'avait pas. Fallait prendre de son côté. Enfin, moi, Fleury, Allemagne, Metz, première partie de carrière, il n'y avait pas. Ensuite, à Bourg-de-Péage, il y a eu. Et à Chambray, il y avait une psy du sport. Okay. Oui, top. Donc t'as eu vraiment cette période où on parlait pas de la santé mentale, puis d'un coup, on a commencé un peu à l'aborder, quoi. C'est ça, mais c'est encore loin d'être normalisé. Hein. Ah oui. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde dit, ouais, c'est un sujet, c'est vrai, mais c'est pas du tout normalisé. Et ça va venir. Et puis, est-ce qu'on y met le budget aussi? Parce que
Dans les clubs, est-ce qu'on prend quelqu'un pour suivre les individualités? Est-ce qu'on prend quelqu'un pour suivre l'équipe? Enfin, il y a aussi ça Ah qui non, se mais il y joue, a une quoi. question de budget qui est évidente. Et franchement, c'est pareil, pour en avoir parlé avec des dirigeants de club, nous, en tant que joueuses, mais les besoins, il y a ça, il y a ça. Et les clubs disaient, mais Manon, on sait. Ma belle, on sait, mais on peut pas. Et là, quand c'est une histoire de budget, je comprends tout à fait, évidemment. Et moi, sur mes dernières années de carrière, j'ai pris quelqu'un de mon côté, que j'ai payé de mon côté. Et je le regrette pas, ça m'a vachement aidé et tout. Mais je comprends que toutes les joueuses soient Mm. pas en capacité de le faire. Et je comprends que tous les clubs soient pas en capacité de salarier une ou un préparateur mental. Et c'est OK. Mais aujourd'hui, il y a plein de clés aussi. Mm. Tu vois, tu peux te faire accompagner individuellement de ton côté, ce qui est déjà vraiment super. Sur déjà quelques mois, ça peut faire la différence. Et puis, il y a pas mal de bouquins, il y a pas mal de trucs à lire, à écouter, qui peut un petit peu t'ouvrir à d'autres manières de penser, quoi. Quand je t'écoute, moi j'ai un suivi psy et du coup je me dis, elle est où la limite entre la psy et la prep mentale? Ouais, ça c'est la grosse question. Honnêtement, moi j'ai pas mal de personnes qui sont accompagnées par les deux parce que c'est un petit peu deux pans différents. Nous, en préparation mentale, on n'est pas formé au trauma, on n'est pas formé à aller loin, on n'est pas formé à remonter dans des souvenirs et à creuser là-dedans, tu vois. Ouais, vous gérez l'instant T, quoi. En vrai, ouais. Alors Mm. évidemment voilà, évidemment qu'on va revenir sur des choses. Et puis évidemment que si tu as un objectif sportif, bah, on va parler de ta famille, de tes études, de Mm. tout ce qui se passe autour, c'est évident. Mais globalement, la prep mentale, c'est un objectif de performance qui peut se situer dans j'ai envie de faire médecine ou j'ai un spectacle important ou j'arrive pas à gérer mon stress en réunion ou ça peut être de tout. Mm. Ou voilà, il y a à chaque fois un objectif de performance, une ambition et puis des blocages. Ça peut appeler des croyances limitantes, des choses qui t'empêchent d'avancer vers cet objectif et de t'épanouir pleinement. Et du coup, après, on creuse sur c'est quoi vraiment les problématiques et on va chercher des solutions. Quand t'as les athlètes là maintenant qui font appel à toi en prep mentale et que tu découvres leurs objectifs, est-ce que t'as aussi une part de toi quand ils arrivent sur cette compétition qui était leur objectif de ah, je les regarde parce que j'ai envie de les voir réussir parce que t'as un attachement un peu particulier? Ouais, alors c'est particulier parce que j'ai même. C'est un petit peu un truc de daron, c'est ce que mes parents me disaient. En fait, quand tu réussis, on est soulagé juste parce qu'on sait que tu as pris du plaisir et que voilà. Mais non, moi, je les regarde, les gens que j'accompagne, si je les regarde jouer ou évoluer, j'ai juste envie qu'ils kiffent, en fait. Mm. J'ai juste envie de voir des sourires, de les voir pleinement eux-mêmes, de les voir s'ils ont envie de. Si avant, on a parlé, ouais, ouais, j'ai envie d'oser, j'ai envie de me sentir capable de ça, j'ai envie qu'ils y arrivent, quoi. Mm. Mais pour eux, vraiment, c'est 100% pour eux. Ouais, je serais contente pour eux. Et puis, si c'est pas à ce match-là, bah tranquille, on débrief et puis on avance, quoi. Je te demande ça parce que, bon, alors moi je suis pas du tout prep mentale, mais en tout cas, les athlètes que je peux rencontrer avec le podcast, là, cet hiver pendant les Jeux, et que je les voyais et que je connaissais leurs ambitions, leurs objectifs pour ces Jeux, il y avait un peu une partie de moi de oh, j'espère vraiment que cette personne elle va y arriver parce que je sais tout l'engagement qu'elle a pu y Ouais. mettre et tout. Et donc toi, c'est aussi ce que tu suis et tu regardes pas de la même façon, je trouve, le sport quand la personne, t'as pu la suivre Ah oui, oui, un pas peu du tout. plus. Ouais. Et puis moi, je m'attarde beaucoup sur le non-verbal, sur tous les petits gestes, les trucs pour capter si la personne est dedans, si elle est. Mais en effet, en prémental, on est moins concentré sur l'objectif de résultat que sur l'objectif de comportement Mm. et de qu'est-ce que je mets en place pour y arriver. Donc, je vais être vachement, vachement là-dessus. Et c'est passionnant. Moi, à chaque fois, en fait, je rencontre un humain qui me raconte où il en est, où est-ce qu'il a envie d'aller, comment il a envie d'y aller. Et après, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup un feeling, quoi. Peu importe le sport que tu fais ou le domaine dans lequel tu travailles, c'est est-ce que c'est OK pour me faire rentrer dans ta vie, dans ton process de Mm. performance et est-ce que surtout donc, la méthode que je pratique et puis le fait de vraiment aller vers la performance, mais en allant bien, parce que c'est ça, vraiment, c'est la performance par le bien-être que moi je prône. Mm. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et du coup, est-ce que tu es prêt à changer tes habitudes, à travailler, à mettre de la rigueur pour développer ses compétences mentales, quoi? On est à la maison du handball pour enregistrer. Est-ce que il y a moyen de coordonner vos forces, vu que c'est quand même un monde que tu connais hyper bien et que maintenant tu as développé cette partie prep mentale? Est-ce que il y a un projet de travailler ensemble? Peut-être à moyen terme, ça pourrait être intéressant. Moi, maintenant, là, je me sens dans un moment de ma vie où j'ai besoin d'engendrer de la connaissance. Vraiment, beaucoup, et de prendre de l'expérience. Parce qu'au final, oui, évidemment, j'utilise beaucoup ce que j'ai vécu
en carrière. Enfin, c'est quelque chose, je vais pas genre complètement oublier ce qui s'est passé, ça serait débile. Mais par contre, c'est un nouveau métier malgré tout. Donc, j'ai l'humilité de me dire que j'arrive dans un nouveau travail et que j'ai besoin de me construire aussi mon identité là-dedans. Mais ouais, on parlait ce matin avec Françoise qui s'occupe donc de l'équipe de France Jeune des filles et qui me parle de l'accompagnement à la performance, ce qui est encore un petit peu différent sur, encore une fois, le management, les dynamiques de groupe, qu'est-ce qu'elle met pour éveiller les filles, tu vois, qui sont dans l'adolescence, dans ces âges-là, à ce que c'est que la pression, le stress, qu'est-ce que c'est pour elles, comment elles auraient envie potentiellement de le gérer et tout ça. Donc ça, c'est des leviers qui m'intéressent beaucoup, à voir à moyen terme vers quoi j'ai envie de me tourner et si à un moment donné, si ça concorde avec des besoins de la Fédé, quoi. Mais évidemment, oui, ça serait chouette. Et puis là, t'as aussi envie peut-être de ta liberté que quand t'es en club, tu te déplaces un week-end sur deux, puis... Enfin, ah ouais, non, là, ça... tu bouges partout, c'est plus le même... Enfin, c'est un rythme intense, mais c'est une liberté de... C'est toi qui choisis. Alors que si, par exemple, tu te mettais à appartenir à un club, à la Fédé, ou je sais pas, les déplacements, ils sont obligatoires. Ouais, bien sûr. Alors, la Fédé, c'est un peu différent parce que les équipes de France ne sont pas ensemble au quotidien et se regroupent ponctuellement. Donc, ça, c'est sûr que c'est un format qui serait hyper cool. Mais en effet, de nouveau, oui, je devrais de nouveau rendre des comptes et puis de nouveau travailler en équipe. Mais honnêtement, sur mon après-carrière, j'avais besoin de couper avec tout ça et de faire mon petit bout de chemin et j'en suis peut-être encore un peu là. Mais tranquillement, je sens que cette envie de collectif et de projet commun revient. Donc à voir si à un moment donné, ce sera dans un club, ce sera dans une fédé, peu importe, on verra, ou dans une entreprise, ou avoir la forme ou les formes que ça pourrait prendre. Mais évidemment, oui, le collectif me rattrapera rapidement. Ouais. Ouais, de toute façon, quand t'as évolué pendant, je sais pas, j'ai envie de dire 20 ans quand même au moins en équipe, même si t'as envie de t'en éloigner un peu, ça revient vite, quoi. Bah ouais, puis par contre, voilà, il y a un truc qui sera primordial pour moi, c'est vraiment l'alignement de nos valeurs là-dedans et d'avoir une vraie visibilité sur comment on a envie d'aller atteindre nos objectifs et ça, il faudra que je sois vraiment 100% alignée avec ça parce qu'à ce moment-là, je me donnerai à fond, mais sinon, je pourrais plus aller contre nature ou non, il y a des choses avec lesquelles j'ai plus envie de dealer, quoi. Tous les jours, le doute. Tous les jours. Compagnon de life, le doute. Mais très bon compagnon de life. Parce que avec qui je parlais de ça? Avec une préparatrice mentale, Cathy, il y a 2 jours au téléphone. Elle m'a dit, mais le jour où tu doutes plus, t'es insupportable, je pense. Parce que tu vois, tu crois savoir quand tu commences tu crois savoir, tu crois que t'as compris. Je pense que c'est là que t'es en train de te perdre complètement. Donc non, dans la gestion, évidemment, hein, je suis pas dans le doute tout le temps, mais très bon compagnon de life, le doute. Là, maintenant, mais même avant aussi en club, c'était quelque chose que tu avais quand même tout le temps, qui était pas forcément omniprésent, mais qui était là, quoi. Ah ouais, évidemment. En fait, évidemment que tu vois, t'as le discours positif dans la tête, ton petit discours interne positif où tu te dis je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais évidemment que t'as ce petit truc de doute qui te dit oh, mais ça se trouve, je vais faire n'importe quoi et ça se trouve, qu'est-ce que je fais là et ça... C'est le petit ange et le petit démon sur l'épaule. Bah ouais, c'est ça, on en est tous là, mais c'est après comment tu le gères. Et puis à un moment donné où tu te dis ok, tu sais, le doute, j'ai envie de l'embrasser en fait, j'ai envie qu'on y aille ensemble et ça fait partie du process. Et encore une fois, c'est même pas trop confiante, mais si j'avais aucun doute, ça fait un peu peur, tu vois. Moi, la tristesse, j'associe ça à cette période de ma vie où je me reconnaissais plus. J'avais plus, en fait, ce truc un peu lumineux, un peu joyeux, un peu le smile, le petit geste pour la copine, la petite blague, le truc où j'étais complètement éteinte. Et après, devenue un peu aigrie, un peu, tu vois, ce truc de... Ça arrive. C'est horrible, tu sais, c'est une partie de nous, hein, c'est une partie de moi, clairement, et c'est ok. Mais tu l'as des fois, de temps en temps, et tu te dis, bon, je deal avec ça, mais là, à un moment donné, ça va, ça avait duré des mois, Et en fait, quand j'ai commencé à plus trop m'aimer moi, c'était chaud. Ça me rendait triste. Donc après, ça a été ma bataille, ouais.
Quand tu sais, souvent il y a un peu ce truc quand tu revois des photos de ce moment-là. Tu ressens quoi pour cette Manon de cette époque-là? Bah maintenant, ça a été beaucoup, encore une fois, ça a été beaucoup d'apprentissage où je la regarde en disant, waouh, j'ai plus du tout envie d'être fantomatique comme ça, tu vois, de me sentir un peu vidée de mes émotions, parce que mes émotions, là, c'est vraiment ce qui m'anime, moi. C'est vraiment ce qui me fait sortir de ma zone de confort. Tout ce... Donc, ouais, j'ai pas, je me bagarrais pour pas retomber là-dedans, ouais, bien sûr. C'est pas de la jalousie, mais j'étais un peu envieuse, justement, des filles qui se connaissaient et qui savaient se gérer et qui avaient une certaine distance de ce qui se passait, tu vois. Et j'étais là, oh, ça a l'air tellement cool. Elles avaient une sérénité que t'avais pas. Ouais, de ouf. C'était ça. Et il y en a pas eu tant que ça, tu vois, dans ma carrière, mais il y en avait certaines qui étaient. Et ça, je me suis dit, ah, j'aimerais trop le vivre comme ça, tu vois. Mais c'était pas ce que j'étais à ce moment-là et c'était ok. Mais c'est ce vers quoi je tends, ouais, carrément. Aujourd'hui, si tu prends du recul sur tout ce que t'as vécu, sur où t'en es maintenant et tout, il y a aucun regret. Bah à la fin non, enfin qu'est-ce que tu veux, tu vois, c'est évidemment que j'ai peut-être pas fait tous les bons choix au bon moment, mais qui fait ça? Et franchement, ça serait trop spé, tu vois. Ah, tout s'est exceptionnellement bien passé et Je suis puis la meilleure, quoi. Écoutez. bah écoutez, y a rien à dire et puis bah au moment où je me suis sentie fatiguée, bah j'ai pris du temps pour moi et puis du coup après je suis revenue encore mieux. Bah non, trop dur, tu vois. Non non, aucun regret parce que j'ai vécu 4000 trucs que j'aurais jamais pensé vivre et en plus ce qui est trop cool, c'est que je les ai fait vivre aussi à mes proches. Donc ça a été des moments de partage, des moments de joie, des moments d'émotion, des rencontres de zinzin. Là encore aujourd'hui, on se bagarre avec les filles de l'équipe de France ou les filles avec qui j'ai joué pour se voir, pour se faire des moments. Maintenant, c'est ça, les filles commencent à avoir des enfants, on se marie. Enfin, non, c'est trop beau, c'est trop beau. Moi, le sport est quelque chose qui m'a guidée, qui m'a animée et je suis très reconnaissante d'être dans ce milieu-là, ouais. J'allais te demander, parce qu'au tout début de l'épisode, tu as dit que tu avais grandi dans une famille aimante, Ouais. soutenante aussi. Justement, quand on est athlète de haut niveau, toi, ça a dû faire partie de tes piliers. Tu as pu les emmener un peu partout sur des grandes compètes. Bah, j'ai eu la chance que surtout qu'ils soient venus, quoi. Parce que j'ai pas pu les emmener, tu vois. C'était comme. Non, puis même. Enfin. Mais ouais, mon papa, là, sur les dernières années, était à la retraite. Et du coup, il est venu en Suède, au Danemark, en Allemagne, sur les compètes. Et c'était trop rigolo parce que c'était aussi l'aventure pour lui. Ma sœur était venue en Allemagne sur la finale du mondial. Mes parents et mon frère sont venus à Rio, aux Jeux Olympiques. Bon, voilà, tu vois ta fille ou ta sœur jouer aux Jeux Olympiques, c'est inoubliable en fait. Et je revois aussi, bah pareil, quand on gagne le mondial, j'ai une vidéo de mon frère qui est sur son canapé et il dit non, mais c'est fou, elle devient championne du monde et tout. Et t'es là, mais c'est fou. Et des émotions comme ça. Moi, mon père qui pleure dans les tribunes au championnat du monde, enfin, c'est inoubliable, vraiment. Et ça, c'est comme si à un moment donné, tous les efforts, les sacrifices que tu avais faits à ce moment-là s'évanouissaient complètement et tu repars à zéro et tu te dis non mais ça valait tellement le coup. En fait, c'est ça. À la fin, au bout du compte, j'ai pas de regrets parce que ça valait le coup. Et c'est aussi, tu te rends compte que tout ça, tu l'as fait pour toi, parce que c'est toi qui avais envie de le vivre. Mais en fait, tu as fait vivre des choses à un nombre incalculable de personnes, et en l'occurrence là, tes proches, parce que c'est avec eux que tu le vis hyper intensément. Mais tu as fait vivre des émotions exceptionnelles à des centaines de personnes quoi, qui étaient présentes ce jour-là de la finale des championnats du monde, mais peu importe, même derrière leur télé. Ouais, ça c'est fou. Et souvent, on se rend pas forcément compte de tout ça. Mais après, quand on nous le dit et tout, c'était là, waouh, ah ouais, quand même, ça a eu cette portée-là. Quand bien même, c'est pas le truc le plus médiatisé de la Terre, mais en fait, les fans de handball étaient devant leur télé, quoi, hein. Et aux Jeux Olympiques, encore plus de gens. Et en fait, je pense que la sincérité, ça paye. Et que le sport, on triche pas. À un moment donné, t'es obligé de mettre tes tripes sur le terrain. À ce niveau-là, t'es obligé. Il y a pas, là, il y a plus de filtre, il y a plus rien. Et je découvre aussi dans le milieu de l'entreprise qu'il y a des gens qui se cachent. Tu vois, il y a des gens qui font semblant. Mais dans le sport, c'est pas possible. T'es exposé là. Là, c'est comme quelqu'un qui va faire un one-man show ou quelqu'un qui, non, à un moment donné, enfin, là, t'es à poil en fait. C'est la bagarre et ça va se jouer à très peu de choses. Et du coup, en fait, tu prends un risque de malade d'être extrêmement déçu. Donc, évidemment, à un moment donné, d'être extrêmement heureux aussi. Et cette sincérité-là, elle a pas beaucoup d'égal, en fait. T'as quel regard sur l'évolution du hand féminin
entre le moment où toi t'es arrivé au début en équipe de France en 2015 et maintenant, parce que tu vois, je le disais un peu en introduction, de mon point de vue, ça a vraiment, on peut pas dire que c'était les heures de gloire de l'équipe de France, mais en tout cas c'est là où la régularité s'est vraiment installée, et donc forcément avec la régularité, les résultats, et t'entraînes aussi un public qui est pas forcément connaisseur de hand à la base, mais qui va voir que c'est diffusé à la télé en clair, et va venir regarder les grandes compétitions, les mondiaux, les championnats d'Europe et tout. Bah en fait, pour moi, tu convaincs les gens par des attitudes, par des résultats, évidemment aussi, mais par des attitudes. Et moi, j'aimais trop les retours que les gens nous faisaient, handballeurs ou pas, de nous dire putain, on a tellement adoré ce que vous dégagez là, la force collective que vous avez. Et nous, on savait ce qu'on créait en interne, on y croyait. Sauf qu'au début, il faut attendre que ça marche, sinon les gens, c'est pas encore validé ton fonctionnement tant que tu gagnes pas. Mais nous, on a créé un truc tellement fort. Et moi, ce que je trouve beau dans cette évolution du handball féminin, c'est qu'aujourd'hui, les staffs se renouvellent, les joueuses, les collectifs se renouvellent, et ça continue à gagner. Donc ça veut dire que la base, elle a été bien posée. Et que là, maintenant, l'équipe de France féminine de hand a une identité forte, a une culture de la gagne qui est en train de s'installer. Et maintenant, les nouvelles filles qui intègrent, bah en fait, tac, 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 ça marche, ça continue. Et moi, je sais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, le staff de l'équipe de France, de privilégier justement, de mettre la santé mentale aussi comme quelque chose de très important. Et je trouve ça génial. Tout le monde n'est pas là-dedans. Ça veut dire aussi que tout le monde bosse bien, que ce soit à l'épaule, les centres de formation. Enfin, c'est le résultat dès le plus jeune âge, quoi, de travail auprès des clubs pour en arriver là. Enfin, toi, c'est ce que tu as vécu aussi en passant par le pôle. Ouais, complètement. Et c'est une fédé, et pour avoir une petite visibilité sur d'autres fédés, c'est une fédé la fédé de hand qui fonctionne plutôt bien. Plutôt très bien, même sur certains aspects. Maintenant, elle pourrait fonctionner encore mieux. Et bah ouais, toujours, toujours, il y a toujours cette ambition de faire mieux. Et je pense que là, moi, quand je rencontre des gens, à chaque fois que je viens ici, tout le monde a cette volonté de tendre vers l'épanouissement des filles. Parce que moi, je sais, quand je suis arrivée à Bourg-de-Péage, la phrase qui m'avait marquée, c'est: on veut que vous soyez épanouie en tant que femme, comme ça vous serez performante sur le terrain. Et je dis, bah ouais, c'est dans ce sens-là. C'est pas la performance qui va t'amener l'épanouissement. Et à partir du moment où tu as compris que c'était ça, je crois que tu es sur le bon chemin, quoi. Ouais. Petite parenthèse dans tout ça, tu avais lancé un podcast aussi pour parler avec des personnes qui travaillent dans le haut niveau, donc des athlètes, mais pas que. Pourquoi tu t'étais lancé dans ce projet, et surtout pourquoi tu t'y as mis fin? Après ma carrière, je me suis dit, putain, j'ai rencontré des gens de fous. J'ai eu la chance de rencontrer des gens de fous dans ma carrière. Et on a eu des discussions que j'ai adorées et que j'aimerais partager. Donc il y avait un peu de ça. Et voilà, le podcast s'appelle Au-delà du jeu, parce que j'avais envie de montrer un peu ce qu'il y avait au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Et je me disais qu'il y a une sincérité peut-être encore plus grande quand c'est une athlète qui parle à un autre athlète ou à quelqu'un de son milieu. Vous connaissez mieux Enfin, il n'y a que vous pour connaître le haut niveau. C'est ça, donc il y a une vraie franchise, une vraie sincérité entre nous. Et du coup, il y a des... Voilà, j'ai fait 12 épisodes, je crois, où j'ai interviewé aussi une prépa physique, un ostéo, l'entraîneur de l'équipe de France actuelle. Et je suis allée voir Greg Mallet, qui était médaille olympique en natation, Joe Wilfried Tsonga, plein de monde, Yannick Nyanga, rugbyman au Racing, et sur des profils hyper différents, un agent de joueur aussi, et pour avoir un petit peu tous les prismes de ce à quoi ressemble le haut niveau dans les coulisses. Et je me suis éclatée. Et pourquoi pas continuer, mais c'est aussi une sacrée logistique. Moi, j'ai pas encore de pied à terre, et enfin, tu sais, c'est aussi de l'investissement, du montage, plein de choses. Et je me suis dit, il faut que je me concentre sur aussi sur ce qui rapporte des sous dans l'immédiat, tu vois, parce qu'il s'agirait de manger. Donc remplir le frigo, payer les factures. Bah ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, trop bonne activité, trop bonne visibilité, même pour quelqu'un qui se dit, est-ce que j'ai envie de me faire coacher par cette personne, t'écoutes aussi un peu. Pour moi, il faut créer. Dans la vie, il faut créer des trucs. Peu importe ce que tu fais, et peu importe si les autres le font déjà, toi, tu auras forcément une autre identité. Et quoi qu'il, il faut créer des choses. C'est ce que je faisais sur le terrain. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui. La passivité, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui paye. Et peu importe ce que tu fais, mais si tu le fais avec sincérité, il y a toujours des retombées positives. T'aimerais pas retourner un peu sur les terrains, mais juste en mode loisir, où ça y est, c'est fini totalement Alors, c'est très compliqué ça pour moi, parce que je sais pas faire à moitié. Donc, je serais incapable de jouer détente. Et c'est grave, hein, parce que je me suis retrouvée vraiment à faire du hand loisir
mardi soir dans mon village avec mon père et avec des potes à lui. Et donc, c'était lunaire. Hein. Tu leur as mis des patates. C'est hilarant. Mais en fait, non. C'est que j'étais tranquille. Mais du coup, je prends pas de plaisir, en fait. J'ai envie de jouer à fond. J'ai envie de taper des gros 1 contre 1. J'ai envie de mettre des contacts. J'ai envie d'y aller, quoi. Sauf que c'est plus vrai. Bah, alors là, c'est pas le contexte, hein, déjà. C'est pas l'ambiance. Mais surtout, c'est plus possible. Je pourrais plus. Enfin, je pourrais me remettre dans cette intensité. Et en vrai, j'adorerais ça, mais compliqué, quoi. Après, voilà, encore une fois, c'est toutes les contraintes que ça engendrerait de life. Et je les veux plus. Donc ouais, non, je sais pas faire les choses à moitié. Et donc, le sport dans ta vie aujourd'hui, j'imagine que t'en fais encore parce que ça fait partie de toi pendant des années. Mais tu t'épanouis? Je cours, ça me fait du bien. Ça me libère pas mal parce que si je suis rentrée chez ASICS et ASICS m'invite sur des courses trop cool avec des gens trop cool et du coup c'est trop bien. Donc là je vais faire le 10 km de l'UNICEF le 10 mai et encore une fois j'embarque ma famille parce que je vais courir avec mon mari et que ça aussi c'est encore une fois c'est une aventure collective et voilà ça me permet de me garder un espèce de rythme d'entraînement et j'ai besoin de me dépenser, quoi. Et j'ai besoin, ça m'aide à canaliser aussi mon énergie et mes émotions. Et puis, j'ai mon corps aussi. Et ça, c'est un truc de ouf. L'après-carrière, j'ai fait ah, d'accord, donc apparemment, j'ai ce corps. Si je fais pas du sport tous les jours, c'est ça l'ambiance. J'ai dit ok. Ah ouais, le corps qui change, c'était tout un délire. Il y a aussi un enjeu là-dessus, ouais. Bah, c'est sûr que quand t'as fait du sport à hyper haute intensité toute ta vie et que bah, tu peux plus garder cette intensité, forcément, ton corps, il évolue et il faut soit réapprendre à l'aimer différemment, soit se dire bah en fait je veux continuer, mais du coup la haute intensité c'est trop dur à garder quand t'arrêtes le très haut niveau, quoi. Ah bah ouais, parce qu'en fait rien à voir. Même là si je m'entraîne 4-5 fois semaine, bah je vais aller courir, je vais faire une séance de muscu, mais c'est pas du tout du haut niveau. Donc non, il faut que j'apprenne à aimer le corps que j'ai aujourd'hui, qui est en fait mon corps de base, mais que j'avais jamais rencontré, puisque de fait pendant 15 ans, bah, je m'entraînais 2 fois par jour. Oui, parce qu'en fait, la normalité pour un corps, c'est pas la haute intensité. Donc, pas du tout. C'est... Ah, mais c'est ça. Moi, j'avais un corps qui avait. Enfin, genre, le jean que je mettais quand j'avais 15 ans, je le mettais aussi à 28 parce que mon corps, il était construit pour la performance et que en muscles et voilà, que en tension et tout. Quand j'ai commencé à me détendre un petit peu, j'ai commencé à voir apparaître des hanches, des cuisses. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Un corps de femme, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai dit, ok, donc, hello. Et c'était, ouais, ça aussi, c'est une rencontre, tu vois, très intéressant et très challengeant. Et quand j'en parle à des femmes, il y a un énorme sujet là-dessus. Parce que la reconversion, tu dis reconversion professionnelle, ok. Encore plus chez les femmes, quoi. Mais l'après-carrière, c'est un peu un délire quand même. Donc non, je m'entretiens et je me re-challenge, ouais, muscu, course et à voir ce qui va se passer après. Ouais. Okay. Donc un dossard en mai et après, t'en as pas d'autres pour l'instant. Non, je suis pas du... En fait, non. Mais même là, quand je vais courir, moi, je mets pas de montre, je mets pas de temps. Ouais, tranquille. Ah ouais, franchement, j'ai envie de kiffer, ouais. Trop bien. On est sur les 2 dernières questions du podcast que je pose à tous mes invités. Okay. La première, si tu pouvais changer de vie avec un athlète le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi ? J'ai rencontré, il y a peu de temps, sur un événement, une athlète qui s'appelle Madeleine Bayon et qui fait du saut extrême, donc du saut à 20 mètres. Du plongeon, ouais. Ouais, du plongeon, ouais, pardon. Du plongeon à 20 mètres, énorme dinguerie. Donc moi, j'ai un vertige pas possible. Je peux pas t'expliquer à quel point c'est impossible pour moi, ne serait-ce que d'envisager ça. Donc ouais, j'aimerais bien être dans ses baskets. Bah parce qu'elle, en termes de risque... ouais, là, c'est maxi aussi. Hein. Ouais, c'est intense, quoi. C'est calcul du risque, précision, tout ça. Donc tout l'opposé de moi. Et j'adore. Et en plus, elle voyage dans des pays trop cool. Elle fait des compètes... Enfin voilà, elle est chez Red Bull et tout. Enfin, c'est un autre monde, le sport extrême. Mais c'est un truc qui m'intrigue, même si j'irai jamais. Et enfin, dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire la même chose que toi ici avec moi dans Tribune et Podium ? Bah moi, je trouverais ça intéressant d'interviewer des jeunes, des gens qui ambitionnent cette carrière mais qui sont pas encore dedans et de voir un petit peu comment ils visualisent ce qui pourrait potentiellement arriver ou celles qui sont vraiment en train de débuter leur carrière en équipe de France et de voir aussi un petit peu... Alors le problème, c'est qu'à ce genre de moment de carrière, tu te confies pas trop parce que du coup, t'as un peu peur et tout, ce qui est un peu normal. Mais s'il y en a certaines qui ont un peu la parole qui se libère... Moi, il y a des profils là dans les jeunes joueuses qui arrivent en équipe de France que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, on va sur des athlètes qui ont quand même déjà un peu des choses à raconter. Ouais. Pas que quand on est jeune, on n'ait rien à dire, mais en tout cas,
les athlètes qui ont un peu d'expérience, et surtout qui ont du recul sur cette expérience-là, de qu'est-ce que ça a pu apporter, etc. C'est intéressant de prendre à l'inverse et de se dire, en fait, quand on a 15 ans et qu'on rêve de haut niveau, qu'est-ce qu'on fait comme sacrifice, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, et c'est quoi nos ambitions, quoi. Donc, trop intéressant. Ou là, les filles qui ont une vingtaine d'années, qui ont déjà fait un petit peu tout ce parcours-là, et savoir un petit peu à quoi elles aspirent, et puis aussi aller découvrir un peu cette nouvelle génération qui réfléchit pas forcément comme nous, parce que ils ont grandi dans un monde qui est différent, en fait, ça a évolué tellement vite. Donc moi, je suis trop, j'adore cette nouvelle génération, elle me passionne, j'en accompagne beaucoup en individuel, et je pense qu'il y a des discours, très cool à aller chercher, ouais. Trop bien. Et ben, je vais me renseigner. Merci beaucoup. C'était trop intéressant comme discussion. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, je te dis à bientôt. Je sais pas trop quand ni où, mais avec plaisir. On se recroisera sûrement. Carrément. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort, et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!